Bonsoir tout le monde. Avec vous, Amal Lapsassi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. La pandémie nous a tous frappés très durement. Chacun d'entre nous, à sa manière, a essayé de faire de son mieux pour surmonter les défis qui se sont imposés dans cette crise. Pendant cette épreuve, l'Agence dentaire de l'Outaouais a choisi de mettre sa plateforme au service de notre communauté dentaire afin de lui servir des sources d'informations crédibles avec la participation de plusieurs invités de renom de différents domaines. Comme vous le savez, nous sommes victimes de l'infobésité et les sources fiables sont parfois noyées par celles fausses et trompeuses. C'est pourquoi nous sommes très fiers de continuer à diffuser pour vous des rencontres avec des spécialistes et des professionnels qui partagent leurs connaissances et leur expertise. Nous apprécions et nous vous remercions de la confiance et l'engagement que tous les membres de notre communauté dentaire nous témoignent quotidiennement sur nos réseaux sociaux. Fidèles à notre objectif, nous avons organisé pour vous un Facebook Live de très haut niveau et c'est avec un immense plaisir que je veux accueillir sur la plateforme de l'Agence dentaire de l'Outaouais le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Une occasion exceptionnelle qui nous permettra de discuter des conséquences d'une potentielle deuxième vague, de l'évolution de la production de vaccins contre la COVID-19, ainsi que d'autres sujets aussi pertinents pour le domaine dentaire que la communauté en général. Bonsoir, Dr Arruda. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Je t'entends très, très bien, madame. Super. Docteur Arruda, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation pour rencontrer en direct la communauté dentaire et de répondre à toutes leurs questions et toutes leurs préoccupations. Avant de commencer les questions, j'aimerais vous encourager, chers auditeurs, de bien aimer et partager ce direct pour faire profiter vos collègues et vos amis Facebook de cette belle rencontre. Je vous invite aussi de commenter et de poser vos questions à Dr Arruda. Il est avec nous pour 1 heure de temps pour répondre à vos questions. Dr Arruda, je vous présente les données de nombre de cas confirmés à votre dernier bilan. Est-ce que ces données devraient nous inquiéter? Je vais juste partager mon écran parce que le bilan, je l'ai juste ici. Et voilà. Est-ce que ça devrait nous inquiéter? Je pense que la situation du COVID-19 est une situation qui est toujours très préoccupante. C'est clair, je tiens à vous dire qu'on a baissé le nombre de cas par rapport à ce qu'on a vécu au printemps, qui était véritablement une épidémie dramatique dans les CHSLD. Il n'y a pas eu de transmission communautaire de façon importante, mais maintenant, on voit depuis que ça a baissé 2 vaguettes. Et là, il y a une plus grosse vague qui ne nous permet pas de dire qu'on est dans la deuxième vague du tout. On est encore dans une mesure, je vous dirais, de transmission communautaire sous contrôle. Mais il s'agit que la population relâche beaucoup les mesures de base qui sont de distanciation, le masque, l'hygiène des mains, pour que vraiment le virus qui est présent et qui circule encore un peu partout au Québec reprenne de l'ampleur. OK, docteur. Et si on peut parler de la région de l'Outaouais, présentement, on est dans une zone jaune. L'augmentation des cas pourrait nous placer la région de l'Outaouais en zone rouge, docteur Arruda? Avant de passer au rouge, il faut passer à l'orange. De grâce, passez pas du jaune au rouge. Ça peut toujours arriver. Ça va dépendre des données des prochains jours. Les prochains jours sont cruciaux là, parce qu'on a vu la grande courbe, une petite vaguette. Là, on a une petite vaguette qui est un peu plus haute. Mais si on s'en va vers une tendance vers la baisse, bien, peut-être même que l'Outaouais pourrait revenir à du vert. Mais ça nécessite, bien entendu, la collaboration de tous et le contrôle des éclosions. Exact. Docteur Arruda, vous avez annoncé aujourd'hui dans votre point de presse que d'ici 2 semaines, nous pourrions avoir les projections actuelles. Pensez-vous que ces projections peuvent apporter un changement important dans les mesures en cours d'exécution? Bien, les projections, c'est des modèles mathématiques qui nous permettent de voir un peu, estimer un peu de quoi peut avoir l'air le futur, mais c'est jamais parfait.
Mais ça va nous donner probablement un ordre de grandeur de ce qu'on pense qui pourrait arriver, mais c'est toujours influencé par les nouvelles données qui rentrent à chaque jour. Par exemple, les projections, on se rend compte dans ce qu'on avait eu au printemps, si à peu près 85 ou 90 des gens font les mesures, la projection est très bonne. Mais si on baisse simplement à 50 ou 60 donc une vingtaine de pourcents de moins que l'autre, là, ça peut faire vraiment une amplification. C'est pour ça que je vous dis que dans le fond, les mesures actuellement dans les hôpitaux, dans les cabinets vont être prises pour diminuer la transmission dans certains milieux, les restaurants, etc. Mais si les gens se font des parties, comme on a vu, et de la transmission communautaire de façon intense, vous savez, c'est très, très facile de ne pas avoir le 2 mètres. Dès qu'on se retrouve dans un contexte non professionnel, à la maison, entre amis, on a tendance à se rapprocher. C'est là qu'il y a beaucoup de transmission. Et la communauté médicale appréhende le retour du froid et des virus respiratoires, ceux du rhume et de la grippe surtout. Comme ceci entraîne des symptômes similaires à ceux de la COVID-19, comment pourrons-nous distinguer les symptômes liés à la COVID-19 et ceux associés à la grippe, Dr. Arruda? Ce ne sera pas facile. Cliniquement parlant, ce ne sera pas facile. Par contre, on va regarder où on va être dans l'épidémiologie. Espérons que les mesures d'hygiène et de salubrité vont aider à baisser le taux de grippe et de d'autres infections respiratoires. Mais il va y avoir aussi ce qu'on appelle des tests multiplex qui ne seront pas utilisés nécessairement sur tous les patients, mais qu'on va documenter quels sont les virus qui circulent le plus comme tels. Et à ce moment-là, si le COVID-19 est au maximum et les autres circulent moins, mais c'est clair qu'on va probablement faire des diagnostics plus cliniques de COVID-19 que d'autres choses. Mais c'est sûr que ça va demeurer un très, très grand défi. Bon, pour la campagne de vaccination contre l'influenza qui pourrait aider, tout dépendamment du match avec le virus, à avoir une meilleure protection pour certains patients, mais ça va demeurer un grand défi et c'est la question qu'on se pose, comment les différents virus vont prendre la place les uns des autres. Exactement. Puis là, j'ai une question de Mme Carole Gagnon, hygiéniste dentaire. Elle dit, après avoir reçu le vaccin pour la grippe, il peut avoir une petite apparition soudaine d'un léger mal de gorge. Est-ce que ça nous incite à nous faire tester immédiatement? Sinon, est-ce que 2 symptômes combinés pourraient être un meilleur indice de la nécessité d'un test? Bon, c'est sûr que premièrement, un simple mal de gorge, ça ne serait pas suffisant comme tel. Ça peut dépendre beaucoup de l'âge de la personne. Chez les enfants, ça prend, en bas de 5 ans, ça prend de la fièvre et un autre symptôme. Chez les adolescents, ça prend au moins 2 symptômes avec ou sans fièvre. Et chez l'adulte, ça peut dépendre. Vous savez, comment je pourrais vous dire, ça va dépendre aussi beaucoup de l'histoire, du contexte qu'on va avoir des gens. Ont-ils été en contact avec des cas? Y a-t-il eu un cas dans la famille? Parce que ça va jouer beaucoup, beaucoup. Parce qu'on retrouve souvent des cas positifs quand il y a eu véritablement une exposition qu'on est capable de retravailler. Fait que ça va être un mélange, je vous dirais, de certains tests de laboratoire, mais aussi d'enquêtes épidémiologiques. Docteur, j'ai beaucoup de questions, puis en plus des situations qu'on vit concrètement dans les cliniques dentaires. Une employée qu'elle a un mal de gorge, une toux, mais n'a pas de fièvre. Est-ce qu'elle doit annuler sa journée de travail pour se faire tester? Bon, elle fait de la fièvre, elle n'a pas, pas de fièvre, juste de la toux, comme ça le symptôme. Mal de gorge. OK, mal de gorge. Écoutez, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'histoire d'exposition à un cas, là, ça, vous compreniez ça, là, souvent, si vous êtes la conjointe ou un conjoint de quelqu'un d'autre qui a fait la maladie dans la maison, ça change tout le portrait. À ce moment-là, il faut aller faire des tests. Par contre, sur la base d'un seul mal de gorge sans fièvre, les gens peuvent appliquer les mesures de protection qu'on va vous demander de mettre dans le cadre de votre travail. Et je ne pense pas qu'il y ait lieu de manquer le travail. Mais comme je vous le dis, ça dépend toujours du contexte qu'on a. Si on a été en contact avec quelqu'un qui a fait la maladie ou on pense qu'on est en contact avec quelqu'un qui a fait la maladie, à ce moment-là, mieux vaut être plus prudent. Mais juste ces symptômes-là, ça ne sera pas assez. Souvent, chez l'adulte, ça peut arriver des cas asymptomatiques,
comme tel, moins fréquent que chez l'enfant, mais les gens vont souvent avoir de la température, des courbatures, plus qu'un seul symptôme. J'ai une question ici. Ils disent, parce que là, on a la grippe et la COVID, est-ce qu'on doit ajouter d'autres précautions pour gérer la situation? Bien, je pense que la situation qu'on utilise, bon, probablement pour ceux pour lesquels c'est indiqué le vaccin pour la grippe, mais autrement que ça, les mesures qu'on met en place pour prévenir contre la COVID-19, la distanciation, le masque, le lavage de mains, c'est la même chose pour la grippe et tous les autres virus de type respiratoire et aussi les virus de type entérique là, qui donnent les gastro. Docteur, j'ai une question d'une gestionnaire qui a dit, une gestionnaire de clinique dentaire qu'elle perd tout le temps, c'est son personnel. Si nous avons des cas confirmés parmi notre personnel dentaire, suggérez-vous un dépistage pour tous les autres employés? Ça, c'est analysé, fait au cas par cas. Vous savez, là, ce qui va arriver, là, s'il y a un cas chez une de vos hygiénistes ou une dentiste, etc., il y a une enquête qui va être faite par la santé publique, puis qui va vérifier probablement quand est-ce que vous avez eu les symptômes, quand est-ce que vous êtes allé au travail la dernière fois, quand est-ce que vous auriez pu contaminer des personnes. Parmi les gens qui sont au bureau, par exemple, lesquels sont à risque, ce qu'on appelle faible, à risque modéré, puis à risque plus sévère. Donc, à ce moment-là, on va habituellement tester que les gens qui sont à risque modéré et à risque sévère. Pour les autres, on va leur demander simplement de surveiller leurs symptômes et de porter du matériel de protection. Mais ça va dépendre de beaucoup. Plus vous allez avoir une organisation de travail où il y a de la distanciation, plus vous allez porter le masque et que vous portez votre équipement de façon adéquate, moins vous serez considéré comme étant à risque élevé. Faire attention, je veux juste mentionner une chose qu'il faut faire attention. Des fois, là, on est en milieu de travail, on fait ce qu'on a à faire, on est protégé. Bon, vous savez, encore plus vous que moi, parce que vous voyez des patients et vous êtes équipés pour vous protéger continuellement, vous mettez des gants, etc. Mais c'est quand les gens vont dîner ensemble, quand on n'est plus on va dans la dînette, etc., que les gens oublient qu'ils doivent encore avoir 2 mètres de distance. Et il y a eu beaucoup de contamination de cette façon-là, notamment dans les CHSLD et dans plusieurs milieux de travail. Ce n'est pas pendant que les gens travaillaient, mais c'était sur l'heure du dîner, quand ils redevenaient un peu comme une petite famille qui mangeait ensemble et qui oubliait de s'éloigner les uns des autres. Exact. J'ai un souci, puis une question de Mme Christine Cloutier, elle dit, dans un cas où, dans la même journée, nous aurions traité plusieurs personnes d'une même famille, et que plus tard dans la journée, un des membres de la famille se présente avec de la fièvre. Que faisons-nous? Je comprends que cette dernière personne doit être retournée à la maison et appelée au centre d'appel pour la COVID, mais nous avons quand même traité toute sa famille plus tôt cette journée-là. Oui. Là, encore une fois, c'est une enquête qui va être faite autour du cas, quelle est la température. Les contacts de contact, avant que vous vous inquiétiez pour vous, bon, la personne qui va avoir traité la personne, tout dépendamment du niveau de protection, pourrait, elle, être retirée puis avoir un test. Mais ceux qui ont traité les contacts, à moins qu'ils aient des symptômes, ça se peut qu'ils ne soient pas malades encore. Habituellement, les contacts de contact, on attend selon l'investigation et l'enquête. C'est-à-dire que là, ce qui va arriver, c'est que dans les faits, c'est possible que les 8 soient malades, mais ça serait peu probable. Il y aurait probablement un cas et puis des conséquences. Par contre, si, en questionnant les autres personnes, on découvre qu'il y avait des symptômes frustres, à ce moment-là, vous allez avoir des conseils de la santé publique. Concernant les tests, Dr. Arruda, pourquoi c'est encore long d'avoir les résultats? Cette situation affecte beaucoup les cliniques dentaires qui perdent un employé en attente le résultat de son test. Donc, je comprends très bien. Comment je pourrais vous dire ça? Si je pouvais régler la chose d'une baguette magique, je le ferais. C'est une série de séquences qui font que, premièrement, il faut comprendre que quand il y a des demandes de tests, on dirait que tout d'un coup, là, ça vient par grand pic et ça fait ce qu'on appelle un débordement comme tel. C'est une chose qu'on veut améliorer. Notre ministre en parlait ce midi. On n'est pas du tout content de cette situation-là. Il y a toutes sortes de raisons, là. Des fois, ça peut être même le prélèvement peut être très, très long, là. C'est pour ça qu'il faut ajuster, je vous dirais, l'offre de prélèvement à la demande en fonction de
différentes approches, soit des sans rendez-vous, mais aussi des cliniques avec rendez-vous pour pas que les gens attendent à l'extérieur. L'hiver s'en vient, que ce ne soit pas facile. Et après ça, c'est au niveau du laboratoire. Il y a encore beaucoup de choses qui devraient être à l'informatique, mais qui ne sont pas encore, qui sont en train de s'informatiser pour que les gens puissent recevoir, avec leur consentement, quand ils vont donner leur numéro de téléphone, des textos pour avoir l'information. Fait que, comme on est en train de s'informatiser, on a un retard technologique au Québec par rapport à l'informatique du domaine de la santé. Ça fait ce genre d'éléments-là. Et quand on fonctionne avec des téléphones pour appeler ou la rentrée manuelle dans certains systèmes d'information, à ce moment-là, c'est pas évident. Mais vous savez, docteur Arruda, à la presse, il y a eu un article qui parle d'un nouveau test basé sur la salive. Oui. Puis ce test-là, il vient d'être approuvé d'urgence aux États-Unis. Le laboratoire de la santé publique du Québec affirme être en train de valider un test similaire. J'ai une question de Mme Liette Fontaine qui dit « Pourrait-on utiliser le test salive pour un dépistage précoce pour rendez-vous en dentisterie compte tenu des risques de transmission et encore plus avec la saison de rhume et de grippe? » Bon, pour moi, le test salivaire, il faut comprendre qu'il facilite le prélèvement, OK? Mais là, il y a des tests aussi maintenant qui s'en viennent qui ont de l'antigène, qui vont être plus rapides, puis qu'on peut faire directement à côté du patient, là, mais ceux-là ne sont pas encore approuvés. Ce qui est approuvé, c'est d'autres types de prélèvements au niveau de la salive, mais qui vont nécessiter aussi, dans le laboratoire, un traitement qui peut être particulier. Dans certains laboratoires, l'ont, d'autres ne l'ont pas. Le problème aussi avec le test salivaire, il est très aidant, particulièrement pour les patients qu'on va tester plusieurs fois en séquence. Et le problème, c'est qu'il faut avoir une quantité de salive adéquate. Par exemple, chez certaines personnes âgées et l'enfant, ils ne sont pas capables, pour toutes sortes de raisons, soit des médicaments ou autres, vous le savez, hein, vous voyez ça souvent, la sécheresse de la bouche, mais les gens n'ont pas assez de salive pour avoir un échantillon qui soit adéquat. Je pense qu'il y a des avenues dans cette perspective-là, mais aussi de dépister tout le monde qui n'ont pas de symptômes ou absolument rien. C'est excessivement coûteux et ce n'est pas prouvé que ça change les choses. Okay. J'ai été, vous savez, docteur, cette pandémie compte rester plus longtemps avec nous et les gens sont en train de s'habituer, de vivre avec le virus. Est-ce qu'on peut compter sur notre immunité collective pour nous défendre à un moment donné ou on doit attendre vraiment le vaccin? Écoutez, si on attend l'immunité collective, là, je pense qu'on va avoir plusieurs personnes qui vont mourir avant qu'on ait atteint des niveaux, je vous dirais, là, de protection assez pour la population. Moi, je pense que le vaccin, il faut l'attendre. Est-ce que le vaccin va être merveilleux? On ne le sait pas encore, mais je pense que c'est une des meilleures stratégies. Je vous dirais deux choses, le vaccin et puis un meilleur traitement. On sait maintenant que la COVID-19, c'est aussi une maladie qui est très inflammatoire. Il y a des personnes qui réagissent très fortement à la présence du virus au niveau pulmonaire particulièrement. C'est pour ça que les gens tombent en insuffisance respiratoire. Donc, il faut aussi apprendre à traiter les cas comme tels. À apprendre comment on traite les conséquences aussi plus tard, parce qu'il y a des gens qui restent avec des séquelles, des problèmes respiratoires pour longtemps. Et bien entendu, je pense que c'est le vaccin. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut absolument pas relâcher les éléments. Et même si vous êtes jeune et votre risque est faible comparativement à d'autres, bien, vous pourriez être celui qui transmet la maladie à quelqu'un d'autre qui va en mourir. Oui. J'ai Dr. Danielle Venn qu'elle pose une question. C'est une question vraiment, je l'ai vraiment aimée. Est-ce qu'on peut se faire tester à savoir si on a déjà des anticorps? Est-ce que ça et que ce soit facilement accessible, ce test-là? Bon, écoutez, ça existe des tests sérologiques. Bon, le problème, c'est d'avoir un test sérologique très spécifique au coronavirus, celui de COVID-19, parce qu'il y a toutes sortes d'autres coronavirus qui peuvent donner des immunités croisées, d'autres rhumes que vous avez fait antérieurement. Ce n'est pas quelque chose qui est recommandé comme tel, parce qu'en plus, on ne sait même pas même si vous avez des anticorps, s'ils vont être protecteurs pour vous ou non. On parle des fois, est-ce que, par exemple, après un an, même si vous avez des anticorps, ces anticorps-là sont protecteurs, on ne le sait pas. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui est utilisé en clinique ou de façon courante. Ça va être utile dans certaines études ou recherches qu'on fait pour comprendre mieux la poursuite de l'immunité
suite à une infection naturelle ou éventuellement suite au vaccin. Oui, c'est ça. Vous avez également déclaré lors de votre point de presse qu'il était encore trop tôt pour dire qu'on est dans une deuxième vague. Alors, quel serait le scénario, à votre avis, qui déclencherait cette deuxième vague? Bon, une deuxième vague, c'est souvent pour avoir une grosse vague. Quand on parle d'une vaguette, c'est une montée plus lente qui redescend, etc. Quand on a eu l'augmentation des cas au Québec, on a eu nos premiers cas autour du 11 mars ou 9 mars, etc. Et là, on a vu que très rapidement, déjà au 23, ça s'est mis à monter, mais de façon très haute. Là, on est vraiment dans une grosse vague et non pas une petite vaguette. C'est quand on a une augmentation très rapide en peu de jours, qu'on double nos cas de façon importante en peu de jours. À ce moment-là, on peut dire qu'on est en train d'enclencher vers une deuxième vague. Excellent. Là, docteur, concernant la deuxième vague toujours et ses conséquences dans le domaine dentaire, le président de l'Ordre des dentistes du Québec vous a adressé 2 questions. Je vais vous partager l'écran pour écouter docteur Guy Lafrance. Merci. Bonjour, Dr Arruda. Mon nom est Guy Lafrance, je suis président de l'Ordre des dentistes du Québec. Le 13 mars dernier, au Québec, il y a eu déclaration d'urgence sanitaire. À ce moment, il y a eu une annulation des rendez-vous électifs et seulement les rendez-vous d'urgence ont été faits en cabinet dentaire. Depuis, il y a eu collaboration entre l'Ordre des dentistes du Québec, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, le ministère de la Santé publique, l'INSPQ et la CNSST pour faire des protocoles stricts et sécuritaires. À notre connaissance, en cabinet dentaire, il n'y a pas eu d'éclosion du coronavirus. Advenant que le système régional tournerait au rouge dans certaines régions, comptez-vous permettre la poursuite des traitements dentaires en cabinet dentaire? Pour rassurer les équipes dentaires, s'il y avait une deuxième vague de la pandémie, est-ce que le matériel de protection individuelle serait en quantité suffisante, les masques, les KN95, les N95, les masques de niveau 2, les masques de niveau 3, les blouses, les bonnets, les gants, seraient en quantité suffisante pour assurer des traitements sécuritaires en cabinet dentaire. Merci de votre attention. Bonjour. Je ne sais pas si c'est moi tout seul, mais je n'ai pas vu le visage du président d'Ordre, mais j'ai bien entendu sa voix. Ouais, vous voyez, moi, je ne le voyais pas. Je voyais plutôt un répertoire de fichiers, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. J'ai bien vu les 2 questions. Si je résume, la première question est autour de la question de la pratique dans la deuxième vague. Exact. Et l'autre question est en lien avec le matériel de protection personnel pour le personnel des cabinets. Pour ce qui est de la deuxième vague, je tiens à vous dire qu'on a fait un travail... Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de provinces, en tout cas, qui l'ont fait de cette façon-là, très concerté entre le ministère de la Santé, les différents ordres professionnels, dentistes, hygiénistes et experts, Institut national, etc., SNEST, pour être capable de mieux, je vous dirais, réorganiser les cabinets pour diminuer les risques en travaillant sur l'environnement et les mesures de protection. Les services dentaires, ce sont des services qui sont considérés comme étant essentiels. Et à l'intérieur de tout le travail qui a été fait conjointement, avec un consensus de tout le monde, on a identifié les activités qui pourraient être faites en paliers vert, jaune, orange et rouge. C'est sûr que plus on va vers du côté rouge, plus on pourrait faire appel à certaines téléconsultations, mais les cabinets ne devront rester ouverts pour les services d'urgence plus essentiels et certains traitements. Il y a une gradation qui est faite à ce moment-là. Donc, je pense que les cabinets ne fermeront pas complètement, même en situation, je vous dirais, de région rouge. Okay? Donc, c'est vraiment là, contrairement à ce qu'on a fait au printemps dernier où on a tout arrêté comme tel, maintenant, compte tenu aussi qu'on a adapté les milieux de travail puis que les gens vont avoir du matériel de protection, à ce moment-là, les activités vont pouvoir être maintenues. Bien entendu, à mesure qu'on va vers le rouge, il peut y avoir certaines choses moins essentielles
qu'on recommandera de ne pas faire, mais les cabinets ne fermeront pas de la même façon que ça a déjà été le cas. Pour ce qui est du matériel de protection, je comprends très bien, vous êtes un milieu qui devait avoir utilisé ce matériel-là compte tenu de la proximité que vous avez avec vos patients et notamment aussi les différentes opérations que vous faites avec certains aérosols, mais quand même beaucoup d'eau qui provient aussi de vos instruments. Actuellement, ce qui se passe, il faut comprendre qu'on a été malheureusement au printemps dernier dans une course au matériel de protection à tel point qu'il fallait le maintenir pour les soins et les hôpitaux. Il en manquait partout à travers le monde. Je ne veux pas revenir sur le passé. Mais maintenant, il y a des commandes qui sont en cours, qui sont présentes et on va avoir une capacité de production au Canada, même au Québec, de masques N95 qui vont être très utiles et qui vont permettre de s'assurer d'avoir un approvisionnement. Vous savez, moi, je ne suis pas devin. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va nous réserver, là, mais disons que tout a été fait actuellement pour être capable d'avoir une meilleure capacité et pas se retrouver avec un marché où, par exemple, de votre côté, vous ne pourriez pas avoir accès parce que tout serait détourné vers les hôpitaux. Ben, c'est ça, mais je ne vous cache pas, c'était vraiment, j'avais reçu beaucoup d'inquiétudes et de questionnements par rapport au manquement du matériel. Même, j'ai une question de Dr. Vadeboncoeur, il dit le fait qu'on manque, c'est que le prix de l'EPI, il devient vraiment très élevé. Puis aussi, vous réservez normalement le EPI pour le réseau de la santé. Alors, il y avait une inquiétude là, de le fait que... Non, c'est une inquiétude qui est très... C'est une inquiétude qui est très légitime. C'est vrai que quand les choses sont rares dans le marché, un, il y a des vols. Deux, les prix montent. Et trois, c'est sûr que le système public a tendance à prendre les stocks qui sont disponibles. Mais je peux vous dire qu'actuellement, là, nos gens qui travaillent en appro ont ça en considération. Et si on veut, vous savez, il faut considérer le réseau de santé dentaire privé comme un réseau public quasiment, parce que dans les faits, si vous n'étiez pas présent, le reste des activités qui sont faites sont des activités de type préventive auprès de certaines sous-populations, là, mais on a vraiment notre système de soins au Québec pour le dentaire, à mon avis, il repose sur des entreprises privées, donc il faudrait aussi, si on ne veut pas avoir des infections chez vous en tant qu'employé, mais aussi en tant que citoyen, il faut que vous ayez le matériel de protection qui est nécessaire. C'est ça, exactement. J'ai ici une autre question d'une personne qui s'inquiète. Elle dit, admettons qu'il y a une deuxième vague, pensez-vous de remettre les premières mesures de protection datant du 1er juin 2020 pour le personnel dentaire ou nous allons garder ceux allégés malgré la deuxième vague? Bien, ça va être évalué, là. Je pense qu'en cas de deuxième vague, ce qu'on veut, c'est avoir le bon matériel de protection ajusté au risque comme tel. OK. Excellent. J'ai maintenant une question. À la sortie de notre protocole de travail en juin, il était indiqué qu'une secrétaire dentaire derrière le plexiglas pouvait travailler son masque si elle est seule. Est-ce que encore le cas avec le port obligatoire du masque en tout lieu public fermé, docteur? Ben, c'est-à-dire que, vous savez, ce qui va être fait est en fonction du guide de la SNES. Et si la dame est à son poste de travail et qu'il n'y a pas de personne avec elle, puis qu'il y a un plexiglas, effectivement, elle n'est pas obligée de porter le couvre-visage ou le masque. Par contre, quand elle va se lever pour aller à dîner avec ses collègues, quand elle va aller circuler, je vous dirais, dans la zone commune, soit du building ou etc., elle doit porter le couvre-visage. Donc, Dr. Arruda, quel est le scénario du Québec envers la vaccination et c'est quoi les mesures que vous allez prendre pour encourager la population à se faire vacciner? Bon, premièrement, c'est clair qu'on travaille notamment beaucoup avec le Canada parce que le contrat des vaccins sur la grippe, pas la grippe, mais sur le COVID-19 et la grippe aussi, c'est vrai, est négocié au point de vue fédéral avec différentes compagnies. Actuellement, il y a
au-dessus de 200 vaccins qui sont en étude, mais parmi ceux-là, il y en a seulement 8 qui sont actuellement dans ce qu'on appelle des études de phase 3, qui sont les études juste avant de pouvoir aller voir les autorités, je vous dirais, d'approbation. Donc, il faut que les gens démontrent dans des études, après avoir fait des études chez les animaux, après avoir fait des études chez certaines personnes, il faut qu'ils fassent certaines études, je vous dirais, assez coûteuses avec pas mal d'individus pour vérifier la sécurité du vaccin et les effets secondaires potentiels. Donc, ces études, il y en a 8 vaccins actuellement, et dans tout le processus, il peut toujours y avoir un problème. Mais c'est clair que nous allons chercher notre quote-part de vaccins pour notre population au Québec en lien avec les contrats fédéraux. Et je ne suis pas en mesure de vous dire quand est-ce qu'il va y avoir un vaccin. Je ne pense pas que ça va être d'ici Noël. Peut-être au début de l'hiver l'année prochaine ou au printemps. Et selon les données sur le vaccin, son efficacité, à quel groupe d'âge qui est plus efficace. Parce qu'on pourrait avoir un vaccin, par exemple, qui malheureusement ne serait pas efficace pour les personnes âgées parce que ça ne répond pas. Fait que, selon les caractéristiques du vaccin, nos experts canadiens, nos experts québécois vont regarder et vont nous faire des recommandations pour les priorités de vaccin. Éventuellement, tout le monde pourra avoir le vaccin, mais au début, comme les doses ne seront pas, il n'y aura pas 33 millions de doses la première semaine quand ça va arriver. Mais il va falloir qu'on aille évaluer quels sont les gens qui pourraient bénéficier le plus du vaccin. Et à ce moment-là, il y aura des campagnes. Ça va peut-être prendre 2 doses de vaccin, mais ça va se faire pour une utilisation, je vous dirais, rapide et efficiente. Les vaccins actuellement qui sont en cours, c'est des vaccins qui nécessitent d'être congelés. Donc, ça augmente la complexité de la campagne de vaccination. Mais disons là, qu'on est déjà depuis plusieurs mois à se préparer dans ce contexte-là pour être prêt au moment où on aura du vaccin disponible au Canada. Excellent. Dans le même contexte, j'ai une question de notre président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Je vais vous laisser entendre ces questions, mais j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Docteur, on va partager l'écran une autre fois. C'est pas grave. Je vais me concentrer. Si vous ne le voyez pas, juste me dire. Non, ce que je vois, là, c'est votre répertoire, mot de présidente, Diane Duval. OK, d'accord. Je ne vois pas du tout. Peut-être que vous le voyez sur Facebook, je ne sais pas. Peut-être que c'est sur Facebook, mais je ne le vois pas sur Zoom. C'est pas grave. Allez-y. Oui, je vais juste... puis maintenant, si on fait ça... Bonsoir, Dr. Arruda. L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec a reçu une demande la semaine passée du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de constituer un nouveau bassin de professionnels qui serait habilité de façon exceptionnelle et sous certaines conditions à administrer le vaccin contre l'influenza et éventuellement un vaccin contre la COVID-19. Notre sondage auprès des membres court en ce moment et suscite plusieurs questionnements. Pour les hygiénistes dentaires en santé publique, est-ce que ça se fera sur une base volontaire et en parallèle du programme national de santé publique? Et pour les hygiénistes dentaires du secteur privé, qui représentent 85 % de nos membres, elles se questionnent principalement sur la logistique et les endroits où les vaccinations vont avoir lieu. Avez-vous prévu des modalités pour faciliter l'adhésion et le recrutement de ces professionnels du secteur privé? En attente de vos réponses, je vous remercie. Bonne fin de soirée. Bon, merci. Merci pour les questions. Écoutez, je veux vous dire qu'effectivement, quand on va avoir à vacciner beaucoup de gens en très peu de temps, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne vous vois plus, Madame Amand. OK, parce que je ne vous vois plus. OK. On va avoir besoin, je vous l'ai dit, là, on va avoir besoin de beaucoup de gens pour faire de la vaccination. Et vous savez que les infirmières, c'est rare aussi. Elles vont devoir continuer à donner des soins. Et je pense que les hygiénistes devraient continuer à donner des soins aussi, là. J'en doute pas, mais compte tenu de votre expertise, que vous êtes une professionnelle de la santé, bien, il y a une demande peut-être là, pour mobiliser une proportion assez significative de gens parce que, surtout si on a un vaccin congelé, que quand on ouvre la fiole, il faut absolument le donner en dedans de 6 heures, vous comprendrez, là, il va falloir que le rythme soit très élevé comme tel.
C'est sûr qu'il y a eu une demande à plusieurs corps professionnels pour essayer d'avoir ce bassin-là de personnes. C'est clair qu'on va essayer de mettre les personnes le plus proche possible de leur résidence. Puis je pense qu'il va falloir effectivement le faire avec la collaboration. Là, je ne pense pas qu'il va y avoir d'imposition, je vous dirais, obligatoire là, comme telle, à moins qu'on soit dans une catastrophe, qu'on n'ait personne. Là, mais je pense que notre objectif n'est pas de mieux se préparer puis de ne pas perdre de doses de vaccin parce qu'on n'a pas assez de personnel pour être en mesure de le donner un peu partout. Par contre, moi, je tiens à vous dire aussi qu'il faut quand même préserver, ça c'est un défi, une proportion, sans qu'on soit à 100% du programme national de santé publique en hygiène dentaire, en milieu scolaire ou autre, il faut au moins préserver un minimum de 20% pour être capable de répondre à ce qu'on a calculé avec les différents ordres, répondre aux besoins minimaux des groupes les plus à risque dans les quartiers. On sait qu'on ne sera pas au fonctionnement optimal. Moi, j'ai l'intention de travailler fort à ce qu'on puisse maintenir le programme d'hygiène dentaire de santé publique le plus maximal possible. On a eu des argents pour faire du recrutement. On va voir comment on va organiser tout ça. Mais donc, je pense que oui, on aimerait que les hygiénistes dentaires collaborent. Et tiens, je tiens à vous dire aussi qu'on a beaucoup utilisé les hygiénistes dentaires actuellement pour faire des prélèvements pour la COVID-19. Et je tiens à vous remercier parce que, bon, le fait que vous sachiez bien travailler à l'intérieur de la zone buccale et rhino-buccale, ça fait de vous des expertes, en tout cas, qui ont été formées, qui ont été excessivement aidantes, et je vous remercie de l'avoir fait. On fait toutes sortes de choses dans le contexte de la COVID-19, là, et je vous remercie. Donc, oui, on veut avoir un bassin d'hygiénistes et d'autres professionnels. Et puis, deux, on va s'organiser pour qu'il y ait quand même une proportion d'hygiène en milieu de travail. Excellent. Pour le programme national. Oui, Dr. Arruda, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, c'est sûr que ça inspire beaucoup d'inquiétudes chez les dentistes, le fait qu'il y a eu cet appel-là aux hygiénistes dentaires. Puis j'ai Dr. Anissa Genfoud, qu'elle dit « Nous sommes déjà en pénurie d'hygiénistes et de dentistes. Nous avons des mois de retard à rattraper pour offrir un minimum de soins à nos patients. Il est contre-productif de les solliciter pour des vaccins et des tests de dépistage. » Qu'avez-vous à dire à propos? Bien, écoutez, je vous comprends. Hein? Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la même chose dans plein de secteurs. Moi, toutes mes équipes qui font de la promotion, qui ont des travaux à faire, sont mobilisées pour la COVID-19. On est vraiment dans une situation exceptionnelle. C'est sûr que si on est en mesure d'avoir d'autres types de professionnels, ou je vous dirais même de former peut-être des étudiants ou d'autres, on va le faire. Mais vous comprendrez que ce qu'on fait, là, c'est dans une perspective de planification puis de se préparer à ça. Mais on va essayer de ne pas déshabiller tout le monde non plus pour être en mesure de le faire. Mais la problématique des ressources humaines est une problématique majeure partout au Québec, dans tous les secteurs. Mais je ne peux que dire que vous avez raison. Mais de l'autre côté, je dois me dire aussi quelque part qu'il faut que tout le monde amène un peu sa contribution. Mais on va essayer de faire un équilibre à l'intérieur de tout ça. C'est ça. Ben, c'était vraiment la réponse à Dr. Véronique. Elle s'est demandé comment vous allez faire le fait que vous recrutez les hygiénistes dentaires, comment vous allez vraiment faire pour aider les cabinets dentaires à trouver le personnel dans le cas de manquement du personnel. Parce qu'on vit vraiment une pénurie de main-d'œuvre dans ce temps-ci, docteur. Non, je comprends très bien. Puis c'est dramatique, là. Bon, il y aurait peut-être des équilibres à faire, soit que ce ne soit pas des implications à temps plein non plus. Là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça pourrait être une offre d'une journée. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a peut-être des modalités pour ne pas déshabiller complètement le travail en cabinet privé. Excellent. Là, j'ai Dr. Karine Bourgeois qu'elle mentionne en tant que professionnelle de la santé qui met tout en œuvre pour éviter les éclosions dans notre clinique et incluant les patients, notre personnel et nous, pourrions-nous espérer une certaine aide gouvernementale qui couvrirait une portion de nos frais? Bon, écoutez, c'est une bonne question. Il faudrait que je l'amène à ceux qui sont dans les budgets et qui sont
responsable des ressources humaines du réseau. Je vous avoue, là, j'aime pas ça à dire des choses que je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie comme tel. C'est sûr que plein d'entreprises ou d'autres qui ont augmenté leur coût de production ou leur coût associé au fait qu'il y a eu de la COVID-19, mais je vais me renseigner, savoir si dans le cadre des programmes gouvernementaux aux entreprises, c'est quelque chose qui pourrait être évalué et être recevable. C'est ça. Puis je vais juste rajouter, c'est quasiment dans le même comme la même idée, là. C'est Dr. Hélène Nadeau, elle dit avec les congés forcés que nos employés qui ont des enfants devront prendre à cause des tests de COVID et les retraits requis pour l'attente des résultats, qu'entend faire le gouvernement pour soutenir nos entreprises qui seront privées de leurs travailleuses et par conséquent de leur source de revenus. Je comprends. Bon, la chose, moi, en avis, qui est la plus importante parce que il y a une question de revenus, mais il y a une question aussi d'être capable de faire une prestation de service, c'est d'avoir les résultats de laboratoire le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment un problème, là. Avoir un test, d'être obligé d'attendre 5 jours avant d'avoir le résultat, c'est complètement inacceptable. Ça, faut travailler ça. Ici encore, pour ce qui est de la question de la compensation financière, il faudrait que je fasse des vérifications. Là. On a des demandes un peu partout. Puis on pourrait voir un peu ce qu'il y en est. J'ai déjà entendu dire qu'il y avait peut-être avoir un programme justement aussi pour la question des parents qui doivent manquer le travail, là, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre. On pourra faire des vérifications puis vous donner l'information. Excellent, excellent. On est pas mal rendu à la fin, Dr. Arruda. Je vous laisse nous partager vos recommandations dans cette période de pandémie avec la communauté dentaire qui vous écoute en direct aujourd'hui. Oui, écoutez, premièrement, je vous remercie de prendre soin des gens. Nos dents, c'est aussi important que d'autres éléments, particulièrement quand on sait à long terme ce que les mauvais soins dentaires peuvent entraîner comme problématique chez les personnes âgées ou même chez les jeunes adultes, etc. Moi, je pense qu'en tant que citoyen, je vous demande de donner l'exemple à d'autres. D'appliquer les mesures parce que je ne voudrais pas que vous tombiez malade ou que vous soyez la source de la maladie d'un de vos parents. Je vous souhaite à tous, dans cette nouvelle, de rester patients. On est tous, je vous dirais, tannés du COVID-19, moi le premier. J'aimerais bien revenir à une vie complètement normale, mais c'est impossible actuellement. On a une nouvelle normalité. Il faut garder nos distances, même avec notre beau-frère ou notre belle-sœur, qu'on a l'impression qui est très gentil, mais il peut, sans le savoir, être infecté puis vous contaminer. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est d'écouter aussi les différentes consignes. Les situations régionales vont être peut-être différentes d'une région à une autre. Vous avez une direction de santé publique dans l'Outaouais qui va vous tenir informés. Et puis, je vous souhaite à tous beaucoup de santé, beaucoup de patience et surtout de ne pas être touché par un cas de mortalité de COVID-19 dans vos familles. Exactement, exactement. Dr. Arruda, encore une fois, merci d'avoir considéré mon invitation pour entendre la voix des professionnels du domaine dentaire. Je sais que vous avez réservé de votre temps personnel pour assister à notre rencontre. On va vous laisser vous reposer avec votre famille. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ça fait vraiment plaisir. Restez avec moi, docteur. De ma part, je vais juste remercier mon auditoire. Vous étiez très nombreux à nous accompagner ce soir. On se reverra pour un prochain live. Restez à l'affût de la page de l'Agence dentaire de l'Outaouais, la page Facebook. Toujours à votre service, Amal Laksasi. Bonne soirée. Bye bye. Merci, au revoir.